Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce débat qui marque pour nous le début de la 3e année de notre collaboration entre les Annales et la Bibliothèque nationale de France. J'en profite pour remercier tout de suite beaucoup l'équipe rédactionnelle de la revue et nos amis de la Bibliothèque nationale qui rendent possible l'organisation de ces rencontres. Notre objectif à travers ces débats, c'est de contribuer à rendre la revue la plus ouverte et la plus vivante possible et de prolonger de vive voix les discussions historiographiques et méthodologiques entamées dans les pages des Annales, numéro après numéro. Nous avons aujourd'hui le plaisir de nous retrouver autour du numéro 3 2014 qui va circuler parmi vous, qui est paru au mois d'octobre. Numéro spécial intitulé « Politique en Grèce ancienne ». Et c'est l'occasion pour moi, à l'entame de ce débat, de dire quelques mots du projet éditorial de la revue par rapport à un champ de recherche interdisciplinaire comme celui de la Grèce ancienne. En effet, les Annales ne sont pas vraiment, à l'origine, une grande revue d'histoire ancienne et d'histoire grecque, même si la présence de l'histoire ancienne et de l'histoire grecque en particulier a été réitérée à travers le temps. Et j'en veux pour preuve le parcours historiographique que nous avons retracé à travers nos archives électroniques accessibles en ligne sur le site de la revue. C'est annales.ehss.fr dans la rubrique parcours historiographique. Et donc vous verrez un ensemble de textes sélectionnés et introduits par Vincent Azoulay qui montrent le type d'articles qui ont été produits à travers le temps sur le monde grec dans les Annales et qui accompagnent la publication de ce numéro. J'en veux aussi pour preuve le numéro dirigé par François Hartog en 1982 qui était jusqu'à ce jour le seul numéro rendant compte de façon synthétique d'un état de la discussion historiographique et méthodologique autour de l'histoire ancienne et de l'histoire grecque en particulier. Évidemment, notre objectif dans les Annales, c'est d'accueillir les propositions les plus innovantes et surtout d'ouvrir la revue le plus largement possible, aussi bien d'un point de vue chronologique que géographique ou disciplinaire. Et à ce titre, évidemment, je tiens à le dire ici, parce que j'en profite, il y a beaucoup de collègues qui travaillent comme chercheurs ou comme enseignants-chercheurs sur l'histoire ancienne et l'histoire grecque en particulier. L'histoire ancienne a toute sa place dans le projet intellectuel de la revue, on le voit bien. On parle de la Grèce aujourd'hui, on a parlé de l'Égypte ancienne et de l'économie de l'Égypte ancienne il y a pas longtemps dans cette même salle autour d'un numéro qui lui était consacré. Une place, je dirais, qui est double, qui est d'abord une place dans la réflexion de longue durée. Le numéro que nous avions consacré l'an dernier aux statuts sociaux comptait ainsi un article de Nicolas Tran sur le monde romain et un article de Julien Zurbach sur le monde grec, qui participait à cette réflexion globale que nous menions jusqu'à l'époque très contemporaine, puisque le numéro sur les statuts sociaux s'achevait par une réflexion sociologique sur les classifications socioprofessionnelles telles qu'elles ont été élaborées dans la France des années 50 et telles qu'elles sont restées en usage en tant que descripteurs jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vrai que cette longue durée et cette intégration des époques anciennes dans la longue durée est pour nous un élément fondamental, mais il s'agit aussi de temps en temps de donner sa place à des problèmes et à des dossiers spécifiques, comme c'est le cas du numéro qui nous occupe aujourd'hui. C'est-à-dire de rendre compte de débats qui animent la communauté savante dans certaines de ses parties et de les mettre à disposition, de les traduire dans une certaine mesure et d'en rendre compte aux yeux d'un lectorat qui dépasse largement celui des historiens de la Grèce ancienne, mais des historiens de l'Antiquité, voire des historiens tout court, et d'espérer que chez des anthropologues, des sociologues, des philosophes, des collègues de sciences sociales, ce débat puisse lui-même trouver des échos. Et c'est tout à fait l'objectif qu'on vise, c'est-à-dire cette mise en circulation des savoirs, mise en circulation en langue française et aussi en langue anglaise, vous le savez peut-être, puisque depuis maintenant 2 ans et demi existe une édition anglaise des Annales, uniquement en ligne, qui est disponible sur Armand Collin et sur le nouveau portail Cairn International et qui permet également de rendre compte du travail que nous essayons de mener plus largement que ça n'était le cas jusque-là dans une édition uniquement française. Et donc c'est tout le sens pour nous de ce numéro, un numéro qui a été monté avec efficacité et rapidité dans des délais relativement courts,
par Vincent Azoulay, que je remercie beaucoup, membre de la rédaction, et puis par Séverine Guiton, qui est secrétaire de rédaction, et par toute l'équipe de collègues que Vincent Azoulay a mobilisé à cette occasion, que je remercie beaucoup, Christelle Muller, Alain Duplouy, Arnaud Massé et Paulin Ismar. Et c'est aussi le sens de ce débat, puisque autour du numéro, et de Vincent Azoulay, qui enseigne donc à l'université de Marne-la-Vallée, et qui est également là au titre de la rédaction des Annales, et qui va présenter le numéro, nous avons réuni, je les en remercie également, Anna Heller, de l'université de Tours, François Hartog de l'École des hautes études en sciences sociales et Bruno Carsanti, qui est également de l'École des hautes études en sciences sociales et qui a la qualité pour nous d'être philosophe et de porter sur ce numéro un regard justement un peu décentré. Chacun à leur tour, après Vincent, nous leur proposerons de donner leur lecture, leur vision du numéro, avant une discussion qu'on souhaite la plus large possible, évidemment entre nos invités, et puis avec les auteurs qui sont présents et avec tous ceux qui le souhaitent dans la salle. Je m'arrête tout de suite et je laisse la parole à Vincent pour présenter le projet du numéro et pour entamer cette discussion. Merci beaucoup, Étienne. Je vais dire juste quelques mots, alors qui reprennent en partie l'introduction que j'ai pu donner à ce volume. Expliquer peut-être en quelques mots comment est né ce numéro spécial. Et toujours avec un mélange de hasard et de nécessité. Tout est parti d'un numéro de Varia, d'un article de Varia envoyé par Alain Duplouy qui a fait cette proposition sur les classes censitaires soloniennes. Et vous trouverez son article dans le numéro sur le politique en Grèce ancienne. Un article provocateur qui déconstruit l'idée même d'une citoyenneté statutaire, juridiquement définie, l'intégration à la communauté devant être conçue comme le produit, le résultat de performances sociales répétées. Et c'était une thèse, quand on l'a lu et qu'on a apprécié son article, une thèse certes provocatrice, mais qui en plus était à front renversé avec la vision développée par Julien Zurbach, moins d'un an auparavant, publiée également par la revue, qui propose une vision de la citoyenneté en Grèce archaïque bien différente, un statut protégé lié aux évolutions du forme de crédit et surtout du statut de la terre. Donc on avait un article très intéressant, stimulant, provocateur, et voilà, qu'en faire ? Le mettre parmi les Varia, mais sans le coordonner à celui de Julien Zurbach, c'était un petit peu étrange. Donc on s'est dit qu'il était possible, qu'on pouvait essayer de tenter de faire un numéro autour des questions de citoyenneté et de la politique en Grèce ancienne, j'y reviendrai, pour essayer, finalement c'était une bonne occasion pour essayer de saisir les évolutions en matière de politique en Grèce ancienne au cours de ces 30 dernières années. Alors, dans la composition du numéro, il y a une bonne part de hasard, d'aléas, c'est-à-dire de déterminisme. C'est une autre façon de le dire, puisque tout dépend à la fois des gens que l'on contacte, donc des gens que l'on connaît, et de l'acceptation des uns et des autres. Et c'est d'ailleurs ce qui explique, je m'en suis rendu compte a posteriori, le caractère aussi générationnel du numéro. La plupart des auteurs gravitant autour de la quarantaine, il se trouve que c'est précisément mon âge. Donc dans la composition du numéro, j'ai été guidé au-delà de ces hasards par un grand principe qui était d'essayer de faire dialoguer plusieurs points de vue et essayer de rompre avec ce qui est parfois un des travers en histoire ancienne, qui est l'ignorance mutuelle des différentes traditions d'analyse du politique. Car il a longtemps prévalu une sorte de division du travail implicite au sein de l'histoire grecque qui a fini par engendrer des visions assez fondamentalement divergentes du phénomène civique. 3 cités au mur assez étanche. Une cité des anthropologues, centrée sur l'époque archaïque et reposant avant tout sur la documentation archéologique, iconographique et textuelle, avec une prédilection pour les sources poétiques, notamment Homère et Hésiode. Une cité des philologues et des philosophes, s'intéressant avant tout aux grands textes littéraires canoniques de l'époque classique, Hérodote, Platon et Aristote en tête, et puis une cité des épigraphistes, résolument tournée vers l'époque hellénistique et recourant de façon massive aux inscriptions produites par les cités. Ces 3 cités, j'ai bien conscience du paysage caricatural que je dresse, mais ont des représentations assez différentes du politique,
Sans que d'ailleurs, et c'est ça qui m'étonne parfois, que cela engendre forcément des polémiques violentes entre ces différentes traditions, parce que finalement, elles peuvent adhérer à une sorte de grand récit commun qui permet à chacun de camper sur ses positions en se gardant d'empiéter sur les plates-bandes chronologiques du voisin. Tandis qu'à l'époque archaïque, la communauté se serait définie à grands coups de rituels communautaires, la cité, la communauté émergeant de ses performances répétées. La cité classique aurait connu une forme de une formalisation juridique progressive, illuminée par les philosophes du IVe siècle, avant que ne s'épanouisse, à l'époque hellénistique, une sphère politique entièrement définie par le fonctionnement réglé des institutions civiques, ainsi que des milliers de décrets semblent l'attester. Alors, par rapport à ce grand récit, qui me semble être en partie erroné, le pari de ce numéro a été de mettre en contact des traditions qui souvent s'ignorent mutuellement. L'absence de véritable confrontation permettant de ne jamais expliciter véritablement les présupposés sur lesquels ces différentes cités reposent, ces différentes traditions reposent. Et c'est pourquoi le numéro a essayé de mettre à contribution archéologues, épigraphistes, historiens et philosophes. Même si la plupart des auteurs, que je labellise de cette façon, ne se reconnaîtraient pas forcément dans une unique étiquette. Et c'est heureux. Et parce que c'est d'ailleurs d'une certaine façon l'autre parti pris qui a guidé la confection du numéro, c'est que tous les contributeurs ont accepté de faire un pas de côté par rapport à la tradition d'analyse du politique dont ils sont issus et n'hésitent pas à braconner sur les terres du voisin et même à franchir les frontières disciplinaires. J'y reviendrai pour finir. Alors, le résultat est forcément partiel, certainement partial, et j'ai commencé dès la remise du manuscrit à me faire à moi-même des objections, à me dire que j'aurais dû aussi reconstituer, j'en ai parlé avec Paulin Ismar, une cité des historiens dans laquelle les travaux d'Édouard Gilles, de Henri Fan Desfanter, de Françoise Ruzet auraient eu toute sa place. Il y a évidemment d'énormes lacunes, et notamment une lacune assumée sur les political sciences à la façon dont notamment Josiah Huber le fait depuis quelques années, qui interprète la démocratie athénienne à l'aune des théories de l'action rationnelle, la Rational Action Theory, paradigme très influent à l'étranger, mais qui me paraît manquer d'épaisseur anthropologique. Et de ce point de vue, c'est un autre reproche qu'on pourrait adresser au numéro, son caractère franco-français, bon, même si Alain est né en Belgique. Donc, ce n'est pas seulement un regret, ce caractère franco-français, c'est aussi un choix, la traduction en anglais dont a parlé Étienne, permettant de porter à l'attention d'un public anglo-saxon des travaux qui sont souvent ignorés, faute d'être écrits dans une langue de communication maintenant. Le français ne l'est plus apparemment. Alors, pour parler du numéro, en quelques mots, j'ai tenté dans l'introduction de proposer un parcours parmi les 5 articles que le numéro propose, un parcours parmi d'autres. J'ai essayé de relever les faits qui me semblaient les plus saillants. J'en ai isolé 2. Il me semble ce qui m'a en tout cas sauté aux yeux en lisant ces différentes contributions, c'est la question de la construction des communautés civiques entre inclusion et exclusion, et second aspect, la question de l'idéologie de la participation, qui est à la fois la participation à la communauté est à la fois repose sur des pratiques, mais aussi une véritable idéologie dont plusieurs articles permettent sur lesquels plusieurs articles du numéro permettent de réfléchir. Donc d'abord la construction des communautés, donc entre inclusion et exclusion. La communauté civique n'est pas donnée d'avance. Ça, c'est un constat que je crois qui est largement partagé désormais, et on doit, par rapport au phénomène civique, par rapport aux cités grecques, les penser de façon processuelle. Reste à savoir comment s'opèrent les processus d'inclusion dans la communauté, dans ces communautés qui s'ébauchent à l'époque archaïque. Et c'est la question à laquelle tente de répondre Alain Duplouy, à partir de l'observatoire que constituent les supposés. Je dis supposé parce que Alain n'y croit pas, en tout cas n'y croit pas pour l'époque archaïque, les supposées classes censitaires soloniennes. Elle ne les croit pas que ce soit un système véritablement, juridiquement défini comme tel par Solon.
est censé moduler la répartition de la communauté en fonction de la richesse. Alain Duplouy soutient qu'il faut abandonner cette vision juridique de la citoyenneté à l'époque archaïque, l'affiliation à la communauté se faisant alors de façon souple par le biais donc de performances répétées, et en particulier par des pratiques communes. Cette analyse décapante laisse une question ouverte, c'est un débat qu'on a avec Alain, et souvent on en parle de façon publique ou privée. Comment s'effectuer en parallèle les processus d'exclusion ? Parce que si l'article d'Alain illumine bien la souplesse d'un certain nombre de phénomènes d'inclusion à la communauté, cela laisse ouvert la question de l'exclusion de celle-ci à l'époque archaïque, avec notamment, pour Solon, la question de l'esclavage pour dette et de son interdiction. Cette mesure, l'interdiction de l'esclavage pour dette, entraînant une protection inédite des citoyens qui ne peuvent plus désormais perdre leur liberté. Et ne fallut-il pas, à ce moment-là, mettre en place des procédures pour identifier ceux qui, en tant qu'Athéniens, pouvaient bénéficier de la nouvelle protection mise en place ? On pourra peut-être en discuter tout à l'heure lors du débat qui suivra. Ces questions d'inclusion et d'exclusion sont aussi au cœur de la contribution d'Arnaud Massé, qui s'intéresse à la façon dont se fabrique le koinon, le commun, dans les cités de l'époque archaïque. Et lui aussi, de la même façon qu'Alain, pense que cette construction du commun n'est pas une construction juridique abstraite et qu'il doit être rapporté aux pratiques sociales qui l'engendrent. En l'espèce, les phénomènes de distribution. Et c'est un article qui reprend la question de la distribution des parts de butin, de terre, de sacrifices en Grèce et en Grèce archaïque, à partir d'une étude sémantique précise. Et ce que montre Arnaud, c'est que deux grands types de communs assez différents peuvent être distingués. D'une part, il y a les choses communes parce qu'elles sont distribuées à parts égales entre tous les bénéficiaires. Le commun naît alors dans le mouvement même du partage, dans le moment même où l'on distribue, dans sa propre dispersion. D'autre part, il existe des choses communes parce qu'elles sont soustraites à la distribution pour constituer une réserve à part. Elles sont placées au centre de la communauté et elles deviennent choses de personnes, la res nullius du droit romain, et dont Yann Thomas a bien entendu parlé de façon magnifique. C'est une hypothèse forte qui soulève à son tour des questions, et notamment en termes d'inclusion et d'exclusion. Toutes ces distributions dont parle Arnaud et qui fabriquent du commun sont en effet tout autant vectrices d'inclusion que d'exclusion, dans la mesure où elles restent toujours des lieux de tension, voire d'affrontement, autour de la définition même du groupe qui peut en être bénéficiaire. Qui peut recevoir ces distributions ? C'est la face cachée de tout processus de partage. Si la koinonia est instituée entre tous les heureux bénéficiaires, eh bien, il y a tous ceux qui restent à la porte. Tous ceux qui n'y ont pas droit. Et de ce point de vue, les distributions peuvent tout à fait participer à la cristallisation de véritables statuts juridiques, destinés à définir les ayants droit de ces distributions. Donc il n'y a pas lieu d'opposer les distributions qui créeraient de l'inclusion dans la communauté et puis des statuts juridiques qui l'affirmeraient. Les deux doivent être conçus de façon dialectique. Ces liens complexes entre structuration juridique et la dynamique du partage, elle renvoie, me semble-t-il, à une tension que j'ai essayé d'explorer dans ma propre contribution entre ce que j'ai appelé, à la suite d'autres, le politique, la politique. Explicitons en quelques mots ce qu'il convient d'entendre, enfin ce que j'entends, parce qu'il y a d'autres possibilités, ce que j'entends par ce balancement, le politique, la politique. La politique peut se définir comme un processus de décision publique fondé sur des formes de délibération collective, se déroulant dans un cadre institutionnel formalisé. Une définition fort banale, auquel on peut ajouter ce que Castoriadis mettait en valeur pour penser la spécificité de la politique en Grèce ancienne, c'est-à-dire une interrogation sur les fins mêmes de la communauté, sur ses buts. À l'inverse, le politique désigne un champ d'action diffus et non institutionnalisé, recouvrant l'ensemble des discours, des rituels, des pratiques collectives qui contribuent à forger, au sein même de la communauté, un sentiment d'appartenance partagée,
Donc les processions, les sacrifices, les banquets, les distributions, dont parlait Arnaud, les chœurs, les représentations théâtrales qui fabriquent le koinon, la koinonia. Mais il faut immédiatement préciser encore, au risque de retomber dans une vision irénique du fonctionnement civique dénoncé en son temps par Nicole Laureau, que ce n'est que dans un cadre conflictuel que ces pratiques communautaires peuvent être revêtues d'une véritable force intégratrice. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ces deux niveaux d'expression de la vie collective, la politique, le politique, sont bien souvent enchevêtrés. Dès qu'on prête suffisamment attention, dans la lecture des sources anciennes, à ce qui se trouve exprimé et à ce qui est tu. Et j'ai essayé de le montrer à partir d'une analyse d'un discours qui est très souvent invoqué pour penser l'expérience politique et l'expérience démocratique d'Athènes, le discours de Cléocritos, tel qu'il est transmis par Xénophon, le discours de Cléocritos en 404, à la fin de la tyrannie des 30, où le héros appelle à la réconciliation de la communauté autour de pratiques collectives partagées, qui semble faire l'impasse de la politique au sens institutionnel, mais pour des raisons que j'ai essayé d'expliciter. Le second volet qui me semble ressortir à la lecture de tous ces articles, c'est la question de la participation. Et de fait, l'insistance sur les pratiques collectives qui construisent le koinon, qui construisent le commun, tend à promouvoir une vision horizontale du politique fondée sur l'implication active de tous les citoyens qui donc participent à toutes ces institutions communes, ce qui permet de les lier entre eux. Or, cette focalisation sur la participation mérite d'être pour partie questionnée. Et c'est ce qui ressort notamment des deux articles, de façon très différente, de Paulin Ismard et de Christelle Muller. Parce que la participation ne saurait condenser la totalité de l'expérience politique grecque, même si c'en est une part très importante. Cette focalisation sur la participation tend à faire oublier l'existence d'un au-delà ou d'un en-deçà de la participation qu'une lecture attentive des sources anciennes permet de déceler, une fois filtré le bruit de fond de l'idéologie civique, cette idéologie de la participation. Et c'est ce que montre Paulin Ismard en redonnant ses lettres de noblesse à une institution majeure des cités grecques, l'esclavage public, qui n'apparaît pourtant que de façon assez subreptice dans les sources anciennes. Et au terme d'une véritable enquête policière, l'auteur parvient à restituer la physionomie singulière de ce groupe statutaire aux occupations très variées. Et les tâches occupées par ces esclaves publics dessinent un champ de compétences que nous avons l'habitude d'associer avec l'État et son fonctionnement. Ces démosioi, ces serviteurs de la cité, ces esclaves publics, donc serviteurs de la cité au sens propre du terme, incarnaient l'autorité civique dans ses multiples facettes, y compris les plus coercitives, et notamment la police, confiée à des esclaves. Non seulement les démosioi, les esclaves publics, constituaient l'infrastructure sur laquelle reposait la possibilité même pour les citoyens de participer à la vie politique, mais le statut servile de ces individus révèle combien les Grecs reléguaient dans un hors-champ tout ce qui avait trait à l'administration de la chose publique. Confier à des esclaves des tâches cruciales, et dont bon nombre seraient aujourd'hui effectués et sont aujourd'hui effectués par des énarques, témoigne, et je cite Paulin, des formes de résistance de la cité en tant que société à l'existence d'un État comme instance séparée. Ce n'est toutefois pas seulement à l'échelle de la cité, mais aussi au niveau individuel que les dimensions non participatives de la politeia se trouvaient gommées, comme le montre l'article de Christelle Muller. Le droit de cité articule en effet des niveaux de participation différenciés et ne doit pas être conçu comme un bloc monolithique, défini uniquement par rapport aux institutions civiques. Mieux encore, ce que montre l'article de Christelle Muller, c'est que la citoyenneté agrège des droits composites qui n'impliquent pas forcément des formes actives de participation, contrairement à ce que suggèrent un certain nombre d'épigraphistes. Mais l'enquête de Christelle va au-delà de la question de la participation et permet de revenir aussi sur les problèmes d'inclusion et d'exclusion dont je parlais tout à l'heure. Car si, comme le rappelle Christelle Muller, il n'a jamais existé de véritable continuum de statut qui aurait mené
sans aucune solution de continuité, de l'esclave au citoyen. Il existait, toutefois, un large spectre de positions différentes à l'intérieur de chaque statut, citoyen, métèque, esclave, qui permettait de conjuguer à la fois une certaine rigidité statutaire, ce cadre, citoyenneté, citoyen, esclave, enfin métèque, esclave, et une fluidité intrastatutaire, l'ensemble assurant la pérennité du système. Avant de passer la parole aux intervenants, j'aimerais conclure en mettant en avant 2 derniers traits que partagent à mes yeux toutes ces contributions. Tout d'abord, il me semble qu'elles entretiennent, et c'est le pari bien sûr de la revue, elles entretiennent toutes un certain rapport aux sciences sociales. Et s'efforcent, au-delà de ce rapport, que voilà, d'une certaine façon, tous les historiens ont, mais s'efforcent, il me semble que ce qui caractérise l'utilisation des sciences sociales dans ces articles, c'est un usage, autant que faire se peut, critique et réflexif, où on essaye d'adapter les outils que l'on va chercher dans d'autres disciplines, plutôt que de les transposer sauvagement. Et on le voit très bien dans la définition et le retravail de la définition des biens publics de Samuelson, par Arnaud Massé, par la réadaptation de la thèse de Pierre Clastres sur les sociétés à État, sociétés sans État, que fait Paulin Ismar, la notion d'agency chez Christelle Muller, oui, on pourrait continuer cet inventaire. Ensuite, et je finirai là, chacun de ces articles s'inscrit dans un certain rapport aussi à la politique contemporaine. Même si ce n'est pas explicité, mais je crois que nous partageons tous l'idée que quelque chose d'important se joue en Grèce ancienne. Absolument pas un miracle, bien sûr, mais peut-être un germe, comme Castoriadis le disait. En tout cas, une configuration originale qui permet de remettre en perspective notre propre expérience politique. Comment se fabrique le commun ? Comment articuler participation civique, horizontale, et actes d'État verticaux ? Quelle place réserver au conflit dans la définition du politique ? Et quel type de conflit ? Quelle intensité ? Quelle articulation entre imaginaire instituant et fonctionnement institué ? Autant de questions toujours actuelles qui font des cités grecques un arrière-pays peut-être où le politique pourrait s'entendre autrement. Merci. Merci beaucoup Vincent pour cette présentation synthétique de l'ensemble du numéro pour ceux qui n'auront pas encore eu le temps de l'acheter, de le lire, de le télécharger. Et je passe tout de suite la parole à François Hartog. Merci. Non, ça marche. Non, mais ça devrait marcher. Oui, ça marche. Oui, bon, très bien. Bon. Alors, Étienne Hanheim évoquait, en commençant, le premier numéro qui a été publié en 1982, consacré à l'histoire ancienne. Nous en avons un deuxième en 2014. S'il y en a un troisième dans 32 ans, je ne serai pas là pour le lire. Voilà. C'est pas sûr. Il y a quand même de fortes probabilités. Voilà. Alors, ça c'est pour qu'il médite ce point. Et je voudrais dire d'abord que ça, comme impression d'ensemble, je pense que le numéro est tout à fait réussi, que le pari a été tenu, aussi bien par rapport à la revue que par rapport aux questions soulevées, traitées par chacun des articles. Je comptais revenir un petit peu, mais Vincent vient de le faire, c'est donc à peu près inutile, sur justement l'insistance, enfin cette exigence qui court tout au long du numéro, d'un usage à la fois critique et réflexif d'un certain nombre de concepts des sciences sociales. Et je trouve que c'est fait, là aussi, de manière convaincante. Tu as donné les exemples, je ne les reprends pas. L'autre élément qui m'a évidemment frappé d'emblée, c'est ce qui faisait partie du projet, du programme, prendre la mesure, c'est ainsi que tu l'écrivais, prendre la mesure des déplacements
par rapport au paradigme des années 1970-1980. Et tout ce que tu viens de dire là, en présentant le numéro de façon synthétique, montre à l'évidence que déplacement il y a eu. Bon. Et qu'on est bien dans une autre cité ou dans une autre élaboration de cité, construction de cité, promesse de cité, que celle qui avait cours dans les années 1970-1980. Et je voudrais, et peut-être, plus encore que vous ne le pensez. Il y a l'aspect tout à fait délibéré, explicite, cet usage d'un certain nombre de concepts, agency par exemple, et puis la manière d'en user par rapport à la problématique de la cité grecque. Mais je me suis amusé, dirais-je, à voir au fond quelle était la langue que vous utilisiez. Bon, ça n'est plus celle de 1970, ça va sans dire. Mais, et alors, c'est pas du tout, mon propos là n'est pas du tout ni critique ni ironique. Mais il n'est question que de fluidité, il n'est question que de décentraliser, il n'est question que de faible institutionnalisation, il est question de processus, de catégories dynamiques, de rapports aux pratiques, quoi encore, d'articulations complexes et mouvantes, de tensions, de refiguration permanente, de reconfiguration permanente, etc., etc. Bon, vous voyez bien, voilà, c'est ainsi que nous parlons. Et donc, il y a la part parfaitement consciente et délibérée, si j'ose dire, de ces paradigmes, de ce déplacement par rapport au paradigme des années 70. Et puis, il y a la langue, qui est celle dans laquelle nous vivons, nous travaillons, nous nous exprimons, et qui peut-être aussi, dans un certain nombre de cas, devenir un point aveugle à un certain nombre de problèmes que l'on croit résolus, puisque tout le monde parle ainsi, et il n'y a pas lieu de s'interroger. Bon. Là, et le but, et oui, je crois qu'évidemment nous le partageons tous, hein, cette capacité qu'a la Grèce, ou que devrait, ou que pourrait, ou que nous espérons que pourrait avoir la Grèce, à nous parler encore. Et là, j'ai peut-être une question, c'est ton expression, ça, à nous parler encore. Qui est ce nous ? Quelle est l'extension de ce nous ? Si c'est nous dans cette salle, bon, l'affaire est à peu près entendue. Mais si ce nous va au-delà, de quoi est-il fait ce nous ? Et comment l'atteindre, comment lui parler, que lui dire. Bon. Et d'ailleurs, tu as bon, je ne veux pas faire de la surinterprétation, mais tu dis capacité dans cette Grèce à nous parler encore, et tu ajoutes immédiatement sans que l'on sache très bien de quoi, peut-être. Bon. Et alors, ce passage du nous au on pourrait aussi susciter quelques interrogations, quelques réflexions. Alors, maintenant, je voudrais, au fond, jouer le rôle qui est le mien, celui de l'historiographe de service, qui est d'interroger un petit peu cette cité des anthropologues. D'abord, la cité des anthropologues, c'est une création de Nicole Leroux. Donc elle a désigné, pointé quelque chose qu'elle a nommé la cité des anthropologues. Et je voudrais peut-être revenir un tout petit peu, remonter un peu dans le temps, et dire au fond, d'où vient-elle, cette cité des anthropologues ? Puisque le monde ne commence pas avec Nicole Leroux. Hein ? Même si pour vous tous, il est clair, enfin pour vous tous qui avez participé à ce numéro, il est clair qu'elle est une référence importante. Bon, et qu'il y a, au fond, c'est un peu l'âge, c'est le moment auquel
vous avez commencé à lire, quoi. Enfin, à lire, vous étiez même... Non, mais c'est vrai. Vous étiez Lire de l'histoire grecque, sérieusement. Vous n'étiez pas né quand ces paroles, quand elle a lancé cet article, mais ou pas à peine né. Malheureusement, si. Mais enfin, disons que votre conscience de l'histoire grecque est passée par la lecture de ces textes-là. Bon, c'est ça que je veux dire. Et alors, je pense que dans cette proposition de Nicole Leroux, et je ne vais pas m'étendre longuement sur ce point parce que ce n'est pas l'objet de notre rencontre, il y a quelque chose de juste. Il y a bien évidemment une dimension polémique, ou il faudrait peut-être dire stasique, dans sa proposition, puisque... Oui, de la stasie ou de la stasis? De la stasis. Non, rien à voir avec la stasie. Mais enfin, bon, polémique, si vous voulez, puisqu'il s'agissait bien de dynamiter la baraque. Et puis, après, il y a cette proposition, repolitiser la cité, mais avec comment faire pour repolitiser la cité. Bien. Mais je voudrais justement rappeler, au fond, que cette cité désignée et pointée du doigt comme cité des anthropologues, qui s'était un peu assoupie, dis-tu, toi, elle avait comme point de départ quelque chose qui est, au fond, l'expérience de la guerre. Bon. L'expérience de la guerre, l'expérience de la résistance et du communisme, bon, en ce qui concerne Vernon. Donc c'est une cité qui est... Alors c'est ce que j'ai déjà eu l'occasion de l'écrire à propos de Vernon, mais au fond, c'est une cité qui est issue des sombres temps. Et on peut, je crois, mettre en rapport la cité de Hannah Arendt, celle de Vernon et celle de Castoriadis, de ce point de vue-là. Et avec leur... Et je me souviens d'en avoir parlé avec Vernon, quand j'avais écrit cela, ce qui l'avait un peu surpris. Mais au fond, il était d'accord. Bon, ça ne signifie pas que c'était vrai, mais il était d'accord. Et au fond, il n'y avait pas pensé. Parce que, bon, Hannah Arendt ne faisait pas partie de son univers de référence. Bon. Mais si vous lisez les propositions de Hannah Arendt sur la dimension, sur cet espace commun de la cité, et les propositions de Vernon sur la cité comme espace commun, vous ne pouvez pas ne pas considérer qu'il y a là quelque chose, en effet, de commun. Donc, c'est une cité... Alors après, il y a le modèle de la cité, et c'est quand même en partie enfin pas en partie, très explicitement, la déconstruction de ce modèle que vous opérez avec beaucoup de précision et de délicatesse. Mais ce moment-là, c'est en fait un moment de repolitisation de la cité. Très, très, très fort. Bon. Donc, l'intervention de Nicole Leroux, je veux dire, en partie justifiée, en même temps s'en prend à une cité qui, fondamentalement, est de part en part politique. Bon, et en ce sens, elle oublie une part de l'histoire. Et si je remonte encore un tout petit peu plus loin, je dirais qu'il y a alors, si je reprends l'expression qui a été utilisée par Bernard Knox sur la Grèce à la française, qui a été une manière de désigner... Lui parlait justement de Vernon et des gens autour de Vernon, parlant d'une Grèce à la française. Bon, mais ça, c'est un professeur américain, voyant les choses depuis son campus. Mais moi, j'étendrai cette proposition en disant, oui, il y a une Grèce à la française qui commence avec Fustel de Coulanges. Et que, au fond, de Fustel de Coulanges à Vernon, on a une Grèce à la française qui... Alors là encore, je dis, si j'allais, ça, j'ai jamais eu l'occasion de dire à Vernon qu'entre Fustel de Coulanges et lui, mes conséquences étaient bonnes. Il m'aurait sans doute regardé avec des yeux ronds. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, Fustel de Coulanges
là, intervient comme étant Fustel de Coulanges lu par Durkheim. Et que c'est ça qui fait, évidemment, le lien de l'un à l'autre, de l'une à l'autre. Mais la Grèce de Fustel de Coulanges était aussi une intervention qui, elle, se place par rapport à la Révolution française, même si elle vient 80 ans plus tard, par rapport à la Révolution française, et qui était une dépolitisation du rapport à la Grèce. Avec ce passage, que Bruno connaît encore beaucoup mieux que moi, ce passage du politique au religieux. Et on sort du couple ancien-moderne, en fait, dans cette opération-là, menée par Fustel. Et entre Fustel et Vernant, alors il y a bien des choses, mais je ne dirais qu'un mot sur l'intervention de Gustave Glotz, qui, je crois, s'inscrit dans ce parcours. D'abord parce que la cité grecque, c'est Glotz. La cité antique, c'est Fustel, la cité grecque, c'est Glotz. Et on a pris, à partir de là, comme argent comptant, cette cité grecque. Cette cité grecque. Mais Glotz, me semble-t-il, il est intéressant, pas tellement en lui-même, mais il est intéressant parce qu'il part avec Durkheim dans ses bagages. Et Durkheim a été à son jury de thèse. Il part avec Durkheim et disant il faut pratiquer la comparaison. Et puis, la comparaison tourne court parce que les Athéniens sont incomparables. Et d'où le miracle athénien, par rapport au miracle de Renan. Mais il n'abandonne pas complètement Durkheim. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Il n'abandonne pas complètement Durkheim parce qu'il le retrouve à un autre niveau sur la marche, la main dans la main, de l'individu et de l'État, précisément. Mais valant pour Athènes. Athènes, par sa puissance, cette force de l'individualité à Athènes. Et on a donc une cité, la cité grecque de Glotz, qui est au fond une cité radicale, au sens du parti radical de la fin ben oui, c'est la République athénienne de Gambetta, c'est tout ça. Bon. Et là, donc on a une politisation, une cité politique bien tempérée, si on veut. Mais alors, rupture avec Fustel, puisque pour Fustel, justement, l'individu n'existe pas, la cité est une église, pas de place pour l'individu. Glotz dit pas du tout, mais il dit pas du tout grâce à... C'est Durkheim qui lui permet de dire ça. Et j'ai retrouvé, c'est pas du tout un exploit, dans des formules de Glotz à ce propos, qui sont le décalque pratiquement exact de phrases de Durkheim. Bon. Et après, alors il y a l'intervention de Gernet, de Meyerson, je passe sur tout ça, parce qu'avec Gernet revient la comparaison, et il y a, dernier mot, parce que, oui, j'ai déjà suffisamment parlé, il y a une vulgate fustelienne qui accourt chez les durkheimiens tout au long des années 20 et des années 30. Et je vous citerai, parce que quand même, une phrase de Maurice Alvax dans une conférence à la Sorbonne, que j'ai quelque part, si je la retrouve. Oui, moi, si. Il commence sa conférence en disant « Il est des nôtres ». Il est des nôtres. Fustel, il est des nôtres, c'est-à-dire il est sociologue. Grand pionnier. Sans sortir des terres classiques, il a préparé la conjonction féconde entre l'étude des civilisations primitives gréco-latines et les enquêtes des ethnographes sur les peuples où semblent se perpétuer les façons de vivre et de penser des primitifs.
il nous aura aidés, peut-être sans aller lui-même jusque-là, à comprendre qu'entre un grec du VIe siècle et un sauvage d'Australie et d'Amérique, la différence est en somme assez mince. Voilà. Donc, je pensais aussi arriver aux années 80, mais je m'arrête parce que je voulais simplement, au fond, remettre un peu, prendre un peu de distance par rapport à cette expression cité des anthropologues telle qu'elle est lancée en 1980, je ne sais plus combien, 6 par Nicole Leroux. Mais pour le reste, je redis encore une fois que ce numéro, en effet, déplace un certain nombre de questions, un certain nombre de manières de considérer, de construire, d'envisager ce que peut être la cité aujourd'hui. Merci beaucoup François pour cette mise en perspective historiographique immédiate du travail qui vient juste d'être écrit. Ça, c'est le présentisme. C'est formidable, on a déjà le commentaire historiographique du manqué. Je passe tout de suite la parole à Anna Heller. Merci beaucoup. Ça fonctionne, oui, ça a l'air. Merci. Alors d'abord, je voulais dire que je suis très heureuse d'avoir été invitée à réagir à ce numéro qui m'a donné beaucoup à penser pour mes propres objets de recherche. Et je précise tout de suite que je vais jeter sur ce numéro un regard un peu décalé, un peu extérieur, puisque, alors évidemment, je me reconnais plutôt dans la cité des épigraphistes, qui fait partie des 3 cités convoquées et qui sont invitées à dialoguer entre elles, donc avec celle des anthropologues et celle des philologues et des philosophes. Mais en même temps, je travaille sur une période qui est à peu près absente dans les contributions qui ont été réunies pour ce numéro, à savoir l'époque impériale. Depuis une vingtaine d'années, les recherches sur le monde grec d'époque impériale se sont multipliées, aussi bien en France qu'à l'étranger, et ont contribué à faire émerger une nouvelle tradition historiographique. Longtemps étudiée seulement sous l'angle de la conquête et de l'intégration à l'Empire, la cité d'époque romaine, la cité grecque, mais d'époque romaine, a trouvé depuis peu une sorte d'autonomie dans le champ scientifique et apparaît comme un organisme toujours bien vivant qui peut être étudié sans solution de continuité avec la cité hellénistique, classique et même archaïque. Et donc c'est dans ce contexte que j'ai trouvé vraiment très bienvenu d'inviter à une nouvelle lecture des sources épigraphiques, puisque ces sources fournissent une grosse part de la documentation pour l'histoire de l'Orient romain. Et donc ce numéro qui propose de penser notamment en partie avec les sources épigraphiques la spécificité du politique en Grèce ancienne m'a vraiment interpellée, disons, voilà, et m'a donné à penser autour de notions comme la cité, la communauté, l'État, le statut juridique, le statut social, toutes ces notions étant tout aussi pertinentes pour l'histoire de la cité grecque après Axiome que avant Axiome, même si elles se posent alors en des termes en partie différents. Alors, les quelques réflexions que j'ai notées comme ça, que je vais essayer de vous présenter, ne portent pas vraiment sur les objets précisément abordés par les auteurs, mais plutôt sur les catégories utilisées et leur possible transposition à l'histoire de la cité sous l'Empire romain. Donc, je tire un peu là vers une sorte de 4e cité, peut-être, je ne sais pas, même si elle est quand même plus proche, je pense, de la cité des épigraphistes que des 2 autres. Alors, un premier point qui m'a intéressée, c'est la réflexion sur la notion d'événement qu'a proposé Vincent Azoulay dans son article, tout en rappelant les risques à se focaliser uniquement sur l'événement en ignorant les phénomènes de routine ou les continuités par-delà l'événement, justement. Vincent considère que ces points de rupture sont des postes d'observation privilégiés pour penser le fonctionnement de la sphère politique. Or, l'histoire de la cité grecque à l'époque impériale peut apparaître à bien des égards comme une histoire sans événement. Enfin,
Disons que ça ronronne quand même pas mal. En tout cas, c'est l'impression que nous donnent les sources épigraphiques que nous avons. Autant à la fin de la République ou à la fin de la basse époque hellénistique, si on adopte le découpage grec, on a encore des guerres qui suscitent leur lot d'événements dramatiques et qui peuvent donner lieu à des moments instituants qui font bouger les lignes de la communauté. C'est ce qu'analyse Christelle Müller dans son article à propos de décrets de Pergame et d'Éphèse qui octroient la citoyenneté à différents groupes de non-citoyens dans un moment de crise. Ce genre d'événement n'est plus vraiment documenté ou possible une fois la Pax Romana instaurée. Et évidemment, si on cherche l'événement, on pourra sans doute le trouver. Mais enfin, globalement, quand même, quand on lit les dizaines, centaines d'inscriptions, notamment de l'Asie mineure romaine, puisque c'est ce que je connais le mieux, on a un peu l'impression d'un long fleuve tranquille. Et où chercher l'événement là-dedans ? Et donc, est-ce que sans moment de crise qui aboutissent à recomposer les contours de la communauté et à politiser les rituels communautaires, faut-il renoncer à penser le politique ? Je ne le pense pas, évidemment, d'autant plus que la lecture de ce numéro m'a suggéré plusieurs rapprochements que j'ai trouvés féconds. Et je pense que certains outils conceptuels peuvent aussi être utilisés, même dans cette histoire, avec des événements de basse intensité, si je reprends et je détourne un peu ta formule. Alors, je vais vous simplement énumérer quelques rapprochements qui me sont venus à l'esprit, à l'idée en lisant ces articles. Alors, tout d'abord, les pratiques de distribution qui sont étudiées par Arnaud Massé pour l'époque archaïque sont assez bien attestées dans un contexte toutefois très différent, à l'époque impériale. Ce sont alors surtout les évergètes, les bienfaiteurs, qui vont offrir des dianomailles, des distributions, soit à l'ensemble de leurs concitoyens, soit à différents groupes à l'intérieur de la communauté, groupes qui parfois qui intègrent parfois des groupes dépourvus de la citoyenneté, y compris dans quelques cas les esclaves. Alors ce qu'on distribue là, c'est souvent de l'argent, de l'huile, du grain, du vin, etc. Et je ne veux pas développer trop ces points-là, mais enfin, ces distributions, elles ont été pas mal étudiées, mais plutôt dans une perspective justement d'histoire de l'évergétisme, d'histoire sociale, etc., et pas tellement dans une perspective de se saisir du politique, comme vous le faites dans ce numéro. En tout cas, ces distributions contribuent souvent à construire une hiérarchie, puisque quand il y a différents groupes, ils ne reçoivent pas forcément tous la même chose. Et les parts, donc, ne sont pas égales. Donc, il y a une hiérarchie qui se construit lors de ces distributions. Dans un article qui est paru dans les Annales il y a quelques années, j'ai essayé de montrer que cette hiérarchie ne correspondait pas à une hiérarchie statutaire stricte, notamment parce qu'elle pouvait varier d'une évergésie à l'autre, d'un bienfait à l'autre. Et de ce point de vue, la déconstruction des classes soloniennes à laquelle se livre Alain Duplouy a fait écho en fait à ma propre tentative de déconstruction d'une vulgate qui est bien ancrée dans l'historiographie de l'Orient romain et qui fait de la cité grecque, donc d'époque impériale, une société d'ordre à la romaine, avec justement des ordres qui se sont fixés, notamment un ordre boulotique, les membres du conseil étant devenus, selon cette vulgate, un ordre fondé en droit. À mon sens, en fait, la position supérieure reconnue aux conseillers, aux bouleutes, notamment à travers ces distributions, n'est pas nécessairement justement fondée en droit. En tout cas, pas avant la fin du IIe siècle après Jésus-Christ et pas partout au même moment. Et je la verrais plutôt comme un processus dynamique qui se construit donc lors de pratiques communautaires, comme les distributions, les banquets. Et donc, disons, de sortes d'événements, là encore, de basse intensité, mais qui contribuent néanmoins à définir ou redéfinir les contours de la communauté. Et j'ai vu aussi un parallèle possible entre le fonctionnement à l'œuvre dans ces distributions et celui qu'a proposé de décrypter Christelle Müller en étudiant les privilèges accordés aux étrangers.
Dans les deux cas, en fait, disons, les distributions comme les privilèges combinent de manière à la fois normée et souple des éléments qui sont constitutifs d'une variété de positions qui ne sont pas assimilables ni à un strict statut juridique, c'est-à-dire c'est pas une grande catégorie statutaire, mais ni non plus à un simple statut social, parce que les distributions comme les privilèges font l'objet d'une décision légale. C'est-à-dire qu'un évergète dans la cité grecque d'époque impériale, quand il veut procéder à une distribution, plusieurs chercheurs ont montré un petit peu ces processus, doit entrer dans une négociation avec les institutions civiques. Il présente son projet devant l'Assemblée et disons que, alors, en particulier quand il s'agit d'une fondation, c'est-à-dire d'une distribution qui est, pour laquelle on met à disposition des revenus qui fournissent un fonds pérenne, en fait, pour renouveler ces distributions annuellement ou selon un rythme qui peut varier. Donc, quand une fondation est créée, elle nécessite l'aval des institutions civiques. Et de ce point de vue, j'ai souvent pensé en lisant les articles à un long texte qui est pour tous les spécialistes de l'Orient romain, voilà, un texte un peu incontournable. C'est une inscription d'Éphèse qui nous rapporte la fondation d'un certain Caius Vibulus Salutaris au début du IIe siècle après Jésus-Christ et qui institue en fait une nouvelle fête en l'honneur d'Artémis avec une procession, des distributions, etc. Et on a le décret du Conseil du peuple qui accède en fait à la demande de Salutaris de mettre en œuvre cette fondation. Donc il y a un dialogue qui se noue là entre l'évergète, le notable évergète et les institutions. Et en même temps, cette fondation, elle peut, à mon avis, être analysée comme à la fois un moment instituant, un moment réflexif sur la communauté, parce qu'elle met en œuvre une image de la communauté. Justement, elle a redéfini les contours, la structure. Et en même temps, comme un moment d'articulation entre le politique et la politique, tel que Vincent les a définis, puisqu'on a à la fois là des pratiques communautaires, justement, par laquelle différents groupes sont affiliés à la cité. Et puis, on a en même temps une vie institutionnelle, des décisions prises en assemblée qui s'articulent. Alors, un autre point qui avait retenu mon attention, j'irai plus vite sur ce point-là, c'est dans l'article de Paulin et Ismar, toute l'interrogation sur la cité comme État, qui n'implique pas forcément, selon Paulin, l'existence d'une personnalité juridique, en quelque sorte, si j'ai bien compris, de la cité. C'est-à-dire que envisager la police comme une entité supérieure n'implique pas forcément qu'elle soit conçue comme une personne pourvue de droits et de devoirs. Et cette réflexion-là, cette espèce de dialectique ou de problématique m'a fait penser à un sujet qui a été un peu mon dada ces dernières années, celui des titres honorifiques qui sont accordés par les institutions civiques à de grands ou petits notables d'ailleurs, à l'époque impériale. Un des titres qui est bien attesté, c'est celui de fils de la cité ou fils du peuple. Et c'est un titre que Louis Robert, justement, le père de la cité des épigraphistes, avait commenté en son temps. Et il l'interprétait comme... il pensait qu'il y avait une forme d'adoption légale de l'individu par la cité. Donc ça pose la question justement de est-ce que la cité peut adopter un individu, en faire son fils au sens légal, au sens juridique. Il se fondait sur des textes, des inscriptions où des individus sont désignés comme fils d'un tel et de la cité. C'est-à-dire que le patronyme et le titre sont mis strictement sur le même plan. Et donc ça pose effectivement la question de la conception de la cité qui est sous-jacente. Enfin, là aussi j'espère que je ne parle pas trop longtemps, si je peux prendre encore 5 minutes. J'ai été évidemment très intéressée par l'article de Christelle Muller, qui est disons le plus proche de mes préoccupations habituelles.
Et je voulais profiter en fait de cet article pour réfléchir à une thématique qui m'a occupée, qui a donné lieu à un livre que j'ai coédité avec Anne-Valérie Pont sur les citoyennetés multiples à l'époque romaine. Christelle a un peu pointé du doigt un problème, disons, dans l'interprétation d'ensemble qui découlait de cet ouvrage. C'est un ouvrage collectif, donc essayer d'éclairer le phénomène du cumul de citoyenneté qui se développe effectivement dans le monde grec d'époque romaine. Et Christelle, à juste titre, je pense, disait que c'est peut-être un phénomène qui se développe à l'époque romaine, mais il trouve son origine et ses racines à l'époque hellénistique. Et même au-delà, dans la conception même de la citoyenneté, de la politeia, comme ne se limitant pas à une participation politique, mais se composant également de droits, alors civils, l'expression n'est pas très bonne, mais malgré tout, des droits de propriété, droits d'intermariage, etc. Et je pense qu'effectivement, son article m'a fait mieux prendre conscience peut-être d'un problème dans notre interprétation collective. En gros, quand même, beaucoup d'articles de cet ouvrage concluaient au fait que la multicitoyenneté n'était pas si répandue que ça, et surtout mettait l'accent sur le métékein, c'est-à-dire la participation, et finalement on revenait à une définition assez restrictive de la citoyenneté comme participation politique, participation aux institutions, qui resterait une définition très, très actuelle, y compris donc sous l'Empire romain même avancé. Et en fait, je m'aperçois que c'est sans doute, on a sans doute succombé à un biais des sources. C'est-à-dire que les sources sur lesquelles on travaille, ce sont essentiellement des inscriptions honorifiques qui honorent des notables qui ont été actifs politiquement. Et donc, effectivement, là, on voit que ces notables sont assez peu souvent double, triple, quadruple citoyen. Il y en a, mais ça n'est pas du tout la norme, parce que la participation implique un investissement qui empêche de se démultiplier. Mais ces sources, du coup, passent sous silence tout ce qui fait aussi la politeia, le droit d'intermariage, le droit de possession foncière, etc. Et peut-être qu'on a plein de multicitoyens en fait, qui existaient, mais qui n'apparaissent pas dans nos sources parce que la manière dont ils font usage de leur multicitoyenneté n'intéresse pas, en fait, ou ne correspond pas à l'idéologie civique. C'est-à-dire qu'ils sont multicitoyens, ils vont se marier avec quelqu'un dans la cité d'à côté, acquérir des terres et avoir une activité économique, mais pas forcément s'y investir politiquement. Et donc, ils ne vont pas apparaître en tant que multicitoyens dans nos sources. Autrement dit, est-ce qu'on a succombé finalement à cette idéologie civique de la participation qui reste très vive, même à l'époque impériale avancée? Et alors là, j'ouvre, c'est un débat très vaste, mais ça m'a fait aussi penser à la controverse très récente entre John Maa et Clifford Ando à propos du livre de John Maa sur les statuts honorifiques à l'époque hellénistique, où Clifford Ando reproche, en gros, si j'ai bien compris, à John Maa d'avoir aussi succombé un petit peu à ce discours idéologique, à ce discours civique qui donne la prééminence au peuple et à la communauté sur l'individu. Et dans les inscriptions, c'est toujours le peuple qui honore et qui est mis au premier plan. Et selon Clifford Ando, il s'agit là d'un pur discours qui masque la réalité des rapports de force économiques, socio-économiques, etc. Donc voilà, que faire avec ces sources épigraphiques je laisse la question ouverte. En tout cas, ça m'a beaucoup donné à penser. J'ai trouvé tous ces articles très stimulants. Donc, je vous remercie beaucoup de votre invitation. Merci beaucoup, Anna, pour ce deuxième éclairage à partir de l'époque impériale. Et je passe enfin la parole à Bruno Carcenti pour un troisième regard, à nouveau très différent, sur ce numéro. Merci. Alors, la politique en Grèce ancienne... voilà justement le titre que ce dossier n'a pas choisi. Éludant l'article défini, il a creusé au moins en partie sa problématique. En disant la politique, j'ai été capté du côté attendu de la pratique de délibération collective, l'activité déterminée consistant à faire des lois, à se les donner explicitement et à agir ainsi sur la forme même de la société.
Le politique, par contraste, selon la distinction qui a été rappelée par Vincent, adoptée par Castoriadis, serait le champ d'action pluriel de participation à des pratiques intégratives dans une forme donnée et non remise en cause, pratique renvoyée du côté d'une autogestion, dit parfois Castoriadis, qui n'est pas une auto-institution. Avec les Grecs, c'est un fait, on est enclin à parler de la politique et pas seulement du politique comme champ des activités multiples par quoi une société entreprend de se gouverner. Le second sens, le politique, est très étendu anthropologiquement. Il y a du politique en toute société, si l'on entend par là un plan éclaté de pratique où il s'agit pour une société d'agir sur elle-même en tant qu'entité collective. Il y a de la politique en Grèce, et suppose-t-on chez nous modernes aussi, parce qu'on touche aux normes dans ce qu'elles ont précisément de normatif, que l'activité se décale au niveau de la production et pas de l'application des normes communes. La question, soulignons-le, n'est pas du tout le problème de savoir qui accomplit l'action, si le plus grand nombre ou pas est aux commandes de la gestion politique. La question est de considérer si oui ou non on touche à l'activité de production normative, de définition des normes, considérée quant aux fins qu'elles visent et quant aux moyens pour les atteindre. C'est là, à la limite, que le bon sens du mot démocratie sort de la question du nombre des gouvernants pour accéder à celle du mode de gouvernement. Il suit de ce qu'en touchant à la production des normes, tous, mais un tous requalifié par rapport au tous qu'on convoque quand on pense à des démocraties prémodernes non grecques, sont impliqués et doivent l'être dans cette tâche. Tous participent. Ce à quoi ils participent impliquant qu'ils soient bien tous. Les auteurs du numéro, si du moins j'accorde à la préface qu'elle parle pour l'ensemble, s'accordent à dire qu'ils ne remettent pas en cause cela, et même qu'ils l'étayent. Mais en l'étayant, ils en compliquent aussi singulièrement le portrait. On a de la politique en Grèce en ce sens, c'est certain, et c'est ce qui la rend si actuelle, constamment actuelle. J'ai moi aussi été frappé par la formule. La Grèce a un privilège, celui de continuer, je cite donc Vincent, tu as trouvé une formule très... de continuer à nous parler sans que l'on sache toujours bien de quoi. Cette manière de dire les choses touche au plus juste quant au problème posé généralement à ce qu'on attend de l'histoire grecque. C'est qu'on en attend quelque chose sans bien savoir en quoi ce quelque chose consiste. Pour commencer à savoir de quoi la Grèce nous parle, le parti pris du genre historiographique dont témoigne le volume est de sortir d'une segmentation qui a longtemps dominé le champ, celle entre les droits Grèces divisés selon les spécialités scientifiques qui s'attachent à l'objectiver, l'anthropologie historique, la philosophie et l'épigraphie. C'est trois décalages. Il y a aussi le décalage par rapport à la philosophie. La conviction est que c'est en croisant ces trois lignes et en identifiant exactement les points de séquence et de ressourcement sur lesquels elles ont été amenées à entrer en rapport, et donc à dépasser leurs présupposés respectifs, qu'une appréhension plus précise de ce que la Grèce signifie politiquement sera ressaisie. On sera alors préservé du double écueil d'une invocation du miracle politique grec. Un jour, tout d'un coup, un collectif a accompli le miracle de l'auto-institution, ex nihilo, et c'est ce miracle qui est pour nous un fondement. Et de l'autre, la mise à distance radicale d'une forme culturelle étrangère, la figuration d'une altérité inaccessible à une quelconque appropriation moderne. On commencera à désépaissir le mystère grec. Donc, on quitte le miracle grec pour s'attaquer au mystère grec. Il me semble que ce dossier se tient exactement à ce moment éminemment critique où l'on en est dans l'approche du ou de la politique grecque, de la recherche d'un bon réglage avec l'ensemble des outils disponibles et qui ont été rendus disponibles précisément à raison de la démarche excessive, soit de mise à distance, soit de vénération miraculeuse, les deux pouvant d'ailleurs former des mixtes qui avaient été adoptés auparavant. Autrement dit, on en est à un moment d'analyse, c'est comme ça que je vois les choses, et pas de synthèse. On en est à un moment de recherche, de zétis au sens fort pour parler grec,
Mais on sait depuis Platon et Aristote que la zétis, c'est le ressort même de la philosophie. Cela aussi, les Grecs en ont fourni une élucidation particulièrement opératoire. Disons qu'ici, la recherche se tient en garde contre tout exaucement dans la contemplation noétique. Elle prend la voie moderne, celle-ci, de la science socio-historique, car si les Grecs nous ont aussi légué quelque chose de décisif quant à la démarche historienne, je crois que le fait de penser cette démarche comme socio-historique, c'est-à-dire de faire dépendre la recherche historique d'une analyse des processus sociaux dont les configurations historiques sont l'expression, est quant à elle toute moderne. Les points de séquence qui jalonnent cette recherche sont multiples et je ne vais pas chercher à les énumérer. Mais je vais en parcourir quelques-uns en me servant de ce que les auteurs reconnaissent comme ce à quoi ils continuent de tenir, mais qu'ils veulent commencer à comprendre autrement. Il y a de la politique au sens qu'on a dit, au sens donc de l'auto-institution, et cela n'a pas été un miracle. C'est-à-dire, cela est explicable, documentable, explication et documentation qui ne sont pas sans altérer ce qu'on entend par auto-institution. Si je résumais l'ensemble, ce serait ça. On comprend alors mieux l'élision de l'article défini dans le titre du volume. Il s'agit au premier chef de rejouer les rapports entre le et la politique, non pas tant pour se demander comment du politique est sorti génétiquement de la politique, ou comment les deux, enfin d'ailleurs c'est plutôt l'inverse, comment de la politique est sorti génétiquement du politique, mais comment les deux ne cessent pas de se composer sur la période longue de l'histoire de la Grèce ancienne et de la persistance étonnante de la forme polis. Autrement dit, il faut retrouver une autre diachronie que celle du dégagement évolutif d'une forme dont on présupposerait l'épuration progressive en fonction d'un terme valorisé par avance, et donc la pureté a priori, une pureté qui résulte plus de notre désir projectif que d'une analyse de la réalité grecque. Le plan du volume l'exprime nettement, cette réalité est abordée sous deux angles, comme construction de la communauté civique à partir des pratiques sociales et comme nouvelle délimitation de l'entité citée. Je me permettrai de ne prendre qu'un seul angle ici, qui se retrouve dans les deux parties. Celui de la participation, même au sens non focal ou élargi, mais quand même, et plus exactement de la participation au commun. L'enjeu est de voir comment du civique, référé à la participation, prend forme dans un réseau de pratiques d'appartenance que les auteurs définissent comme intégratives et dont ils entreprennent d'ouvrir considérablement le spectre. Comment les Grecs sont-ils devenus si actifs à l'égard de la chose commune, au point qu'est devenue pour eux cruciale la question de métékein, de la participation, du fait de participer. Là encore, le problème est d'avoir de la participation une vision équilibrée. Le sens de participer est remis en jeu à la faveur de trois évitements. C'est comme ça que j'ai vu les choses. On ne doit être captivé ni par la réactivation néo-durkheimienne d'une conscience collective valant pour les sociétés à solidarité mécanique ou par similitude, avec l'avantage qu'on est alors porté à donner au rituel religieux intégrateur. François en a parlé, c'était l'écueil qu'avait reconnu Nicole Laureau dans l'inspiration de l'école de Paris, à forte tonalité anthropologique, et qui avait fait qu'elle avait pris un écart par rapport à cette école. Donc il ne faut pas être captivé non plus par l'hypostase politique aristotélicienne, où participer signifie essentiellement participer à la délibération et à la décision, ni enfin à la formalisation juridico-institutionnelle que font prévaloir les épigraphistes, en raison de leur métier, des sources sur lesquelles ils se fondent. Sur chaque plan, on veut remettre en mouvement la dynamique politique grecque, avec tout ce vocabulaire que tu as pointé. Bon. Alors, si je devais faire ressortir les présupposés de base du style d'histoire grecque qui s'exprime alors, je dirais qu'il est, ou se veut, à la fois non durkheimien, si du moins on accorde que Durkheim aurait rangé la Grèce au même niveau que les sociétés primitives, ce qui n'est pas évident du tout,
car je crois, et François l'a rappelé, qu'il y avait déjà de l'État en Grèce pour Durkheim, et donc une certaine organicité, la division du travail social, ça commence par une citation d'Aristote, une certaine organicité, même si la question, en fait, est de savoir quel pôle d'individualité l'État grec avait en face de lui. Et ça, c'est là-dessus, en fait, que sur Durkheim se joue la question de ce qu'il pensait de la Grèce. Bon, en tout cas, on veut être non durkheimien. Bon. Non philosophique, si du moins on range la lecture philosophique dominante sous le signe de l'hypostase de la participation au jugement et à la décision, et non institutionnaliste, si on entend l'institutionnalisme comme le fait d'accorder que l'inscription et la fixation des règles statutaires commandent la description de la société en question. Histoire non socio-centrée, non philosophico-centrée, non juridico-centrée. Et cependant, la question circulante est bien celle de la participation, qui trouve son expression, mais son expression partielle, à chacun de ses niveaux. La participation est le concept opératoire pour produire le type d'analyse des compositions du et de la politique, où se concentre non pas le miracle, mais le mystère grec. Or, donner à la participation ce statut de bon véhicule suppose qu'on s'entende bien sur ce qu'on va ranger sous ce terme. En un sens minimal, il s'agit du souci des choses communes, qui fait que, pour citer ce passage de Thucydide dont se sert Vincent, une même personne peut à la fois se préoccuper de ses propres affaires et des choses politiques, des politicas. Et même, elle le doit, si elle veut échapper à la sanction diffuse d'inutilité. Notons alors une chose. Si on veut redéployer sans restriction les acceptions des modes de participation, ce ne peut donc pas être en éludant la convocation du commun, par quoi la participation est vraiment participation. C'est ici que la démarche des auteurs rejoint un autre présupposé, moins visible, mais je crois tout aussi partagé. Ne pas accréditer un tracé unique et surplombant du commun, qui s'incarnerait dans la représentation collective de la cité en tant que telle. Cela, tous les auteurs du numéro l'évitent soigneusement, d'où, j'énumère les travaux, l'attention aux communautés infraciviques, aux formes associatives, d'où l'attention à la pluralité des biens qui entrent dans la catégorie de choses communes et la façon dont elles y entrent, par quelles pratiques de distribution, concernant quel type de biens, quelles formes d'inclusion et d'exclusion y sont à l'œuvre, d'où l'attention aux conflits qui contribuent non pas à briser, mais paradoxalement à structurer en continu le sens que peut prendre la participation, c'est ton article. D'où la fluidité interne au statut évalué, selon, là aussi, donc, les degrés de participation, avec notamment cette figure de l'étranger méritant, d'où l'attention à des figures de la participation non citoyenne, paradoxalement requise pour que la cité se dote d'un appareil administratif, qui met en quelque sorte la forme État, mais l'État ramené alors à l'administration et au monopole de la force, à distance d'elle, avec la figure de l'esclave public. Alors, il me semble qu'Alain Duplouy traduit bien ce second présupposé en disant que, contre toute attente, pour penser la Grèce ancienne dans son histoire, et pas à l'ombre de la nôtre, il faut frapper la figure de la police d'une sorte de suspension. Il faut la suspendre. À la limite, il s'agit en somme de penser la participation sans la police, ou du moins sans faire peser une définition consentie de la police sur la détermination de la participation. Et comme on le voit dans d'autres textes, il faut déplacer le curseur sur le commun et ses variations. Or, c'est ici que la discussion, je crois, mérite tout de même d'être clarifiée. Être attentif aux pratiques particulières que sont des pratiques sociales de participation, même en ce sens élargi, qui ne voit pas dans la participation politique au sens institué le cœur de la définition, ne veut pas dire qu'on renonce à dire en quoi la participation est différente d'un agencement d'intérêts particuliers qui cherche à s'ajuster
les uns aux autres. Autrement dit, pour reprendre la polarité structurante du volume, il semble qu'il faille faire ressortir, non pas directement la politique comme participation à la production de la loi, mais tout de même la politique comme vision des fins communes au sein des rapports entre sous-groupes et au sein des pratiques sociales individuelles participantes. Et sans rien méconnaître au fait que ces pratiques débordent largement les limites institutionnalisées de la sphère de l'agir citoyen et la surdéterminent. C'est si on va jusqu'à ce point qu'on remplit l'exigence à la fois d'échapper au miracle grec et de percer un peu plus profondément le mystère grec. S'il est vrai qu'on a la substitution, donc, c'est ce que je vois dans ce volume, la substitution d'une pragmatique de la participation au commun à un dévoilement de l'appartenance commune à la police, qui n'est qu'une version savante de la belle totalité éthique du jeune Hegel, il n'en est pas moins certain que ce qui fait de ce commun quelque chose de pensé comme tel devient le critère décisif de la politique, c'est-à-dire du nœud dialectique recherché entre le et la politique. De ce point de vue, l'attention aux pratiques dans leur production catégorielle spécifique, qui font varier le sens que prend ce qui est commun, devient aussi le bon niveau pour décrire la politique grecque. On irait alors de l'analyse socio-morphologique à l'analyse des pratiques sociales. Ce serait donc une autre manière de retrouver le pôle socio-centré. Non plus par les pratiques rituelles intégratives, donc le Durkheim de la solidarité mécanique, si vous voulez, mais par la production de catégories de pensée impliquant la participation au commun, sous une forme pluralisée de modes de participation et en visant le commun sous différents aspects, voire différents modes du commun, comme le montre Arnaud Massé en déclinant des types distincts de pratiques distributives et redistributives. Sous un autre point de vue, on cesserait d'être emprisonné dans une vision de la vie grecque comme scandée par des événements instituants périodiquement reconduits, où la police se représente à elle-même et rejoint son noyau actif pour produire une analyse continuiste et discrète de la participation, c'est ce que tu essaies, je crois, de faire, y compris comme activation du conflit et des règles qui naissent de lui et dont elle se nourrit. Alors, mais, comme le dit très bien Vincent Azoulay dans l'introduction en suivant Castoriadis, je ne sais plus si c'est dans l'introduction ou dans l'article, cela ne doit pas pour autant dissoudre la politique dans le réseau des interactions sociales. Autrement dit, l'enjeu est toujours de repérer ce qui, dans ces interactions, se dégage comme expérience proprement politique pour les acteurs eux-mêmes. La pragmatique de la participation au commun ne perd pas de vue la question proprement grecque, celle que la Grèce pose de façon insistante, le rapport des mœurs aux lois, l'action sur la loi, l'institution sur laquelle on agit. Une des manières d'avancer sur ce point est d'user de l'opérateur de la conflictualité ou du litige. Mais encore faut-il que le litige soit considéré comme un litige sur les règles communes, et donc qu'on ait accédé à une représentation de la règle où l'on est en mesure de s'expliquer pourquoi elle vaut, du point de vue de tous, même si on occupe une position socialement différenciée et même statutairement différenciée à son égard. C'est là que se pose pour moi la question. C'est celle, au fond, de la présence-absence, l'apparition en pointillé dans plusieurs des articles de la figure de l'État pour parler de la participation au commun. Cela tient à coup sûr à la crainte, pourquoi c'est en pointillé, à la crainte de retomber dans l'une des versions de l'histoire de la police déjà évoquée, une version qui a été à coup sûr dominante depuis le XIXe siècle et qui trouve encore, dans l'usage du syntagme cité-État, une forte illustration. En somme,
cette référence à l'État, cette ombre portée de l'État, étouffe ou risque d'étouffer dans l'œuf l'effort de cette nouvelle historiographie pragmatiste que vous représentez, enfin, que je crois que vous représentez. Mais de quel État parle-t-on ? On parle alors, dans ce cas, avec le risque encouru, de l'état de la science politique moderne, de la théorie du droit public moderne, ou encore de la sociologie politique moderne d'inspiration weberienne. État souverain, appareil de légitimation des normes et de concentration du pouvoir de coercition, sommet d'un ordre juridique et centre depuis lequel la société est réglée de façon homogène. Ce que la Grèce, pour moi, je me risque à dire ce que la Grèce a pour moi de très singulier, c'est que cette référence-là à l'État est complètement inopérante et que cependant l'idée de fin partagée innervant des pratiques sociales et les politisant a bien une réalité. On n'a pas alors une société contre l'État. Mais tout dépend de ce qu'on entend par État, là. Je crois que la référence à Clastres est éclairante pour ce qui concerne la mise à distance de l'appareil de coercition, de l'appareil d'administration, mais qu'elle est égarante du point de vue que j'essaie là de pointer. On a une société qui, en absence d'État, tel qu'on l'entend là, fabrique les moyens mentaux d'élaboration normative que toute autre société, y compris Rome, ne pourra construire qu'avec de l'État. Bref, ce qui est fascinant, c'est que la pensée politique tienne comme pensée à même des pratiques sociales qu'aucune représentation étatique, l'État étant pris ici comme l'instance de réflexion des représentations collectives et pas comme organe de coercition, ne vient soutenir. Peut-être alors que citer État est tout de même un bon syntagme. C'est ce que je voudrais essayer de poser là. Est tout de même un bon syntagme si on entend par là que l'État se dissout dans la cité, tout en lui permettant cependant d'être visé par les pratiques plurielles de participation qui la maintiennent dans l'existence. Un syntagme, si vous voulez, où l'État ne vit dans la cité que sur le mode exclusivement mental ou pratico-idéal de son absence efficace, en somme. L'absence efficace de l'État, ce serait alors la bonne manière de comprendre la police dans ce qu'elle a d'absolument singulier et de constamment parlant, d'actuellement significatif pour les modernes. Le syntagme cité-État reviendrait alors sur le devant de la scène, mais à condition de l'entendre d'une manière extrêmement paradoxale. L'État n'est pas dans la cité, mais c'est en tant qu'il n'y est pas, et donc par le creux efficace qu'il forme, que la cité est la cité, c'est-à-dire une entité politique. Il n'y est pas comme appareil, mais il y est seulement comme opération de pensée, comme tension des pratiques sociales en direction d'une politisation des existences. Ainsi, le mystère grec serait quelque peu désépaissi en tant que mystère politique. Et seule une démarche, pour vous rendre hommage pour finir quand même, socio-historique, pragmatique de la participation, mais à condition de se dépasser dans cette direction que j'indique, seule une démarche de ce type aurait eu le mérite de nous faire avancer sur ce point. Voilà. Merci beaucoup Bruno pour cette troisième lecture philosophique. Enfin, je ne sais pas comment tu la qualifierais toi-même, mais on pourra en rediscuter tout à l'heure, qui achève de donner toute son ampleur à la lecture du volume. Alors ce que je vous propose maintenant dans le temps qui nous reste, c'est peut-être, puisque les auteurs d'un certain nombre d'articles sont présents, de commencer, s'ils le souhaitent, en tout cas, ils ne sont pas obligés, à donner leur propre vision de ce qui a été dit sur le volume auquel ils ont participé, ou peut-être à répondre à certaines des interprétations qui en ont été données, et puis ensuite à faire circuler le plus largement possible le micro. Alors, je ne sais pas, peut-être dans l'ordre
chronologique ou dans l'ordre d'apparition dans le numéro chronologique. Tu veux commencer? Alors, en quelques minutes chacun, peut-être. Merci pour ces lectures, toutes les quatre très différentes et qui donnent bien à penser dans leur diversité. C'est Alain Duplouy. Comme on enregistre, si vous pouvez dire un mot pour vous présenter. Je ne veux pas nécessairement revenir sur le dossier Solon. Effectivement, comme Vincent l'a dit, c'était à la fois une réaction à la lecture de l'article de Julien Zurbach, qui est une vision relativement différente de la mienne de la Grèce archaïque. C'était une envie de travailler sur un dossier précis, tout en le mettant en perspective avec des réflexions qui sont en cours chez moi sur la citoyenneté en Grèce archaïque et la spécificité de cette forme de participation plus que d'appartenance à une communauté plus qu'à un État d'ailleurs. Et Vincent a dit que ce qui m'intéressait, c'était les phénomènes d'inclusion et finalement, où étaient les phénomènes d'exclusion. Et je voudrais peut-être revenir sur cela. L'exclusion est pour moi inhérente à l'inclusion. C'est-à-dire, c'est finalement tous ceux qui ne peuvent pas être inclus ou s'inclure dans le groupe ou dans les groupes. Ce qui me semble caractéristique de la cité à l'époque archaïque, c'est précisément sa pluralité. Et c'est ce que j'ai essayé de définir à travers ces communautés infraciviques, en empruntant d'ailleurs beaucoup à mon camarade de gauche, Paulin Ismar, dans sa thèse sur les communautés, la cité des réseaux, communauté des communautés. C'est de voir que cette cité archaïque était faite d'une multitude de groupes de citoyens, qui chacun avait finalement une citoyenneté qui pouvait être légèrement différente. Une citoyenneté comportementale, comme j'essaye de la définir, c'est-à-dire que ceux qui adoptent les comportements de l'un de ces groupes reconnus comme membres de la communauté qu'est la cité peuvent participer à cette cité. Et à partir du moment, me semble-t-il, où on peut participer à l'un de ces groupes, adopter l'un de ces modes de vie. Et Vincent rappelle très justement dans le volume ce qu'avait mis en lumière, si je me souviens bien, Jacqueline Borde, c'est-à-dire que l'un des sens initiaux du mot politeia, c'est les manières de vivre. Et ces manières de vivre qui sont à la base de la définition du citoyen, de la manière de faire cette politique en Grèce ancienne, engendre aussi ces problèmes d'exclusion. C'est-à-dire que la communauté Athènes, archaïque en l'occurrence, reconnaît un certain nombre de groupes qui correspondent à un certain nombre de manières de vivre, qui sont admises comme étant dignes d'eux. Et puis ceux qui ne sont pas capables, pour toute une série de raisons, économiques, mais aussi, voilà, ça ne correspond pas à leur manière d'être, qui ne se plie pas aux normes fixées et retenues par les groupes, et des normes qui s'auto-reproduisent. Bon, j'emploie la notion d'habitus, j'utilise l'habitus de Bourdieu pour expliquer ces normes qui s'auto-reproduisent. Tous les individus qui finalement ne se reconnaissent pas dans ces normes s'excluent eux-mêmes ou sont exclus par les autres parce qu'ils ne se conforment pas au mode de manière de vivre du groupe. Et pour moi, la communauté archaïque se définit dans ces processus d'inclusion-d'exclusion de manière plurielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une citoyenneté, il y aurait plusieurs citoyennetés admissibles dans l'ensemble qui forme Athènes, en l'occurrence, mais on pourrait parler d'autres cités. Voilà un peu pour répondre à ta question, Vincent, sur inclusion et exclusion, et le débat continuera certainement. Merci beaucoup. Est-ce que, Paulin, tu souhaites... ou Christ... Voilà. Paulin, un mot. Alors, vraiment, je veux vraiment pas dire grand-chose. Je crois qu'il nous reste peu de temps en plus, donc s'il y a des questions précises, à part vous remercier vraiment de toutes vos lectures qui sont très
précises, profondes. Alors je suis ravi de savoir que c'est enregistré parce que je vais pouvoir vous réécouter, Bruno Carsanti, parce que vraiment j'ai l'impression que vous avez tout dit, vous êtes allé bien au-delà même enfin en tout cas pour ma part de ce que j'ai essayé de dire, et ça m'illumine un peu, mais là j'ai beaucoup de mal à vous répondre complètement, et j'ai l'impression aussi que vous avez vraiment totalement percé le sens de l'ensemble du numéro, mais bon, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Christelle Muller, peut-être. Non, mais... Bon alors, Christelle Muller, donc, je suis professeure d'histoire grecque à Nanterre, simplement pour me présenter un tout petit peu. Alors, 2 remarques simplement, une générale, une plus particulière sur ma propre démarche. Je dois dire que pour moi, c'est un numéro très particulier et très, très émouvant parce que tu as parlé des 3 cités, Vincent. Tu les as finalement incluses les unes avec les autres, et une forme d'inclusion des 3 cités qui se rejoignent aujourd'hui. Je dois dire que la cité des épigraphistes était très, très loin de cette inclusion. Elle était encore plus loin que les 2 autres du centre, hein, c'est très clair. Et je ne sais pas ce qui va se passer avec ce numéro, quelle sera sa postérité sur ce plan-là, parce que c'est un peu une forme de... Enfin, c'est un peu être un franc-tireur, comme dit Vincent dans sa préface, que d'écrire ce que j'ai écrit, je crois, en tout cas aux yeux des épigraphistes. Donc, tu es épigraphiste, Anna, tu n'es pas seulement ça, et c'est pour ça que tu es capable de faire des ponts. Je ne sais pas très bien ce qu'il en adviendra, si j'ose dire. C'est une réintégration assez spectaculaire, il faut le souligner de ce point de vue-là. Sur ma démarche, sur ma propre démarche, d'un point de vue beaucoup plus, je dirais, modeste, hein, de quoi est-ce que je suis partie, parce il fallait tuer le père, il y en avait plusieurs à tuer en épigraphie, il faut bien le dire. Je suis partie d'une insatisfaction profonde de l'interprétation traditionnelle donnée des privilèges accordés dans les décrets dont tu as parlé, qui sont très nombreux à l'époque hellénistique et à l'époque impériale. Le politiquement correct, sans aucun jeu de mots ou avec jeu de mots, chez les épigraphistes, c'est effectivement que le métékein est purement participation politique. À partir de là, les autres privilèges accordés n'ont aucune signification, sont purement théoriques, sont purement virtuels. Et c'est une litanie, véritablement, chez les épigraphistes. Et c'est quelque chose qui me dérange depuis 20 ans ou 25 ans. Je suis plus vieille que ce qu'a dit Vincent, tout petit peu plus. Et donc, je voulais leur redonner du sens, hein, je crois, de ce point de vue-là. Donc, d'essayer de les formuler de manière globale. Alors, il y a quelques années, j'ai publié un article dans la REA, chez mon voisin de droite, et qui était aussi iconoclaste, au sens où j'essayais d'étudier les rapports entre évergétisme et pratiques économiques, de voir des choses qui étaient condamnées d'avance, hein, par les épigraphistes, d'une certaine manière, et là de produire avec ce numéro, enfin dans cet article, une théorie plus globale pour réintégrer l'ensemble des privilèges et articuler ça avec la notion de politeia. Mais c'est aussi en relisant les pages de Gautier, c'est une manière à la fois de lui rendre hommage et de tuer le père, hein, Philippe Gautier, de relire les pages qu'il a consacrées à Rome, parce que je crois que il était jeune à l'époque, il a dit des choses qui n'étaient pas totalement justes sur Claude Nicollet, et c'est vrai que on n'a pas parlé de Rome, hein, sauf toi qui as parlé de l'époque romaine, mais il y a derrière les conceptions des épigraphistes pour l'époque hellénistique une vision qui est la Grèce contre Rome. Et donc, ce que Rome ne sait pas faire, les Grecs savent le faire. C'est toujours la même chose, hein, le miracle grec. Voilà. Donc maintenant, nous sommes dans le mystère grec. Je m'en réjouis. Merci beaucoup. Alors, on va commencer peut-être par quelques questions de la salle. Monsieur souhaitait intervenir. Et puis... Les traduits pour la démocratie classique aujourd'hui, c'est très différent. Parce que la démocratie classique était assemblement avec tous les citoyens. Les décisions, il était de toutes les citoyens. Aujourd'hui, c'est représentative démocratie. Les représentatives démocratie permet beaucoup de nouvelles règles de jeu. C'est très différent. C'est très différent. L'autre différence,
c'est les traduit, ce n'est pas différent, c'est traduit. Socrate, avec les recherches pour les parfaits, les Aristote, comme en classique grec, les mots. Aujourd'hui, c'est pour l'aristocratie le meilleur exemple. Mais les Socrates, elle était le débat des politiques des classiques grecs. C'est très différent. Mais c'est très facile pour Churchill représenter toutes celles comme Socrate. Ce n'est pas rien, Churchill et Socrate. C'est très différent. Merci beaucoup. Vincent, peut-être tu voulais dire un mot tout de suite en réponse à ça, et puis aussi par rapport à ce qui a été dit avant, peut-être. Effectivement, j'aurais des choses à dire, mais je préfère quand même qu'on fasse parler la salle. J'ai vu Christophe Hébart. Oui, non mais... Oui, d'abord, je voulais vous remercier évidemment et pour la rencontre et pour le numéro. C'est très difficile de réagir parce que toutes les contributions, presque phrase à phrase, on a des questions à poser, des désaccords ou des accords à exprimer. Mais je vais peut-être partir de deux éléments qui ont été dits. Le premier par François Hartog en attirant l'attention sur l'expression « citer les anthropologues ». Moi, je crois que c'est un bon point de départ de regarder cette expression et d'essayer de comprendre sa formulation par rapport aux autres. Parce que la cité des épigraphistes, elle est construite à partir d'un corpus de sources déjà établi, d'un type de sources et d'un type de rapport aux sources. C'est beaucoup moins vrai de la cité des anthropologues. On peut être partisan de la cité des anthropologues et recourir aux inscriptions, de la même façon que on peut être défenseur de la cité des épigraphistes et utiliser des sources littéraires. Mais il me semble que quand même, dans cette expression cité des anthropologues, ça dit quelque chose d'un rapport à l'histoire, à la pratique historienne, qui marque un pas de côté non négligeable. Et je dirais que, du moins si on regarde dans les années 50, 60, 70, pour moi la cité des anthropologues, par rapport à la cité des épigraphistes, et même des philologues ou des philosophes, elle se caractérise par la volonté de commencer par la construction de l'objet. C'est-à-dire finalement d'appliquer à l'histoire ancienne ce que Bachelard disait dans le Nouvel Esprit scientifique, à savoir que le vecteur épistémologique va du rationnel au réel. C'est-à-dire on commence par la construction de l'objet et ensuite on constitue le corpus de sources à partir duquel on va travailler. Ce que ne faisaient pas les philologues qui finalement partaient de corpus déjà constitués à travers les genres littéraires, les catégories. On travaille sur le théâtre, on travaille sur la tragédie et à partir de là, on construit des objets. Donc, je dirais que pour moi, c'est le premier élément qui me paraît significatif du rapport que l'histoire ancienne peut avoir avec les sciences sociales, c'est la question de la construction de l'objet. Et de ce point de vue, je ne suis pas sûr que toutes les contributions traitent cette question de la construction de l'objet de la même façon. Donc, je dirais que l'introduction que tu fais, Vincent, est relativement optimiste de ce point de vue, en disant qu'on est tous d'accord, non seulement en histoire ancienne, et plus généralement écriture, les historiens sont d'accord sur un certain nombre de questionnements et de démarches. Je suis loin de partager ta certitude, et je pense que, du moins pour aller... ça mériterait de la réflexivité. C'est-à-dire ça mériterait qu'on regarde, par exemple, les types de sujets de thèse qu'on donne. Est-ce que véritablement, où est le curseur? Est-ce qu'on est dans des sujets de thèse construits autour de corpus déjà constitués, corpus d'inscription, bref, ou on est plutôt dans la construction de l'objet? De mon point de vue, je pense qu'on reste plutôt dirigé par la notion de corpus. Donc ça, c'est le premier élément. Donc je crois que dans ces différentes cités, il faudrait peut-être aller plus avant dans l'épistémologie différentielle, qui est à l'origine de la construction de ces cités. Et ensuite, par rapport à l'intervention de Bruno Carcenti, je trouve que ça pose la question de quelle science sociale on parle, ou peut-être plus directement, de quelle science du social on parle. Parce que quand on va chercher Durkheim, à juste titre, on néglige toujours que Durkheim, lui, il se situe dans un temps qui ne différencie pas anthropologie, ethnologie et sociologie. Pour Durkheim, c'est la même chose. Et Durkheim, explicitement, défend l'idée d'une science du social, à partir de laquelle on va pouvoir faire des sciences sociales, étudier les sociétés, etc. Et là encore, il me semble que cette question, nous peinons
à la formaliser aujourd'hui parce que nous n'allons pas suffisamment à la dimension ontologique de ce que nous disons. C'est-à-dire que nous sommes capables de produire des analyses extrêmement rigoureuses, précises, minutieuses, mais parfois on se demande de quelle société on parle. C'est-à-dire, est-ce que le résultat de ce que nous venons de décrire, est-ce que ça fait société en termes pratiques? C'est-à-dire, est-ce que ça peut réellement fonctionner comme ça? Et je trouve que ce qu'a pointé François Hartog sur la fluidité, à force de dire que tout est fluide, on se demande comment on produit de la stabilité sur plusieurs siècles. Si tout est fluide, si tout bouge, s'il n'y a pas de statut, etc. Et là, il me semble qu'il y a une confusion entre le juridique et la stabilité. C'est-à-dire comme si, alors que Weber a expliqué depuis longtemps le contraire, Weber explique le contraire. Ça veut dire que la stabilité, c'est précisément quand on n'a même pas besoin de passer à l'explicite et au droit. Donc on devrait plutôt réfléchir à front renversé et chercher la stabilité là où souvent nous mettons de la fluidité. Et pour résoudre ce problème, il me semble que nous devrions dialoguer avec les sciences sociales au niveau de l'ontologie du social que nous engageons dans nos pratiques historiennes. Et il me semble que là, il y a un véritable impensé et qui nous frappe, nous, directement, pour des raisons historiographiques, qui expliquent que nous avons choisi, pour des raisons très concrètes, l'anthropologie comme opérateur de décentrement par rapport à la Sorbonne, pour le dire clairement. C'est-à-dire que quand on lit le tome 2 des mémoires de Vidal-Naquet, il le dit clairement, il dit, il explique très bien comment il est toujours en réponse, en situation, puisqu'il justifie, alors peut-être qu'il exagère à ce moment-là dans la rédaction de ses mémoires, mais il explique son ouvrage sur le bordereau d'ensemencement en disant « J'ai voulu leur montrer que j'en savais autant qu'eux ». Il ne dit pas plus. J'en savais autant, que je pouvais faire... Voilà, je connaissais le grec autant qu'eux. Et on comprend très bien comment il y a un dialogue. Au point qu'ils relisent Finlay comme quelqu'un qui applique l'anthropologie à l'histoire ancienne, alors que Finlay, dans les années 70, ne cesse de faire référence à la sociologie et à la science politique, cite Durkheim, cite Bourdieu, donc est manifestement extrêmement au courant des travaux sociologiques les plus récents, puisqu'il cite des travaux de Bourdieu en français 2 ans après leur sortie. Donc il est très féru de ça. Et en France, nous le relisons comme quelqu'un qui plutôt a tiré vers l'anthropologie historique. Donc voilà mes 2 points. Je crois que pour moi, les 2 éléments qui nous permettraient d'avancer, ils se situent exactement là. C'est-à-dire que c'est au fond de prendre de la distance par rapport à ces constructions disciplinaires qui, elles, bougent, alors que nous tendons à considérer que nous avons encore toujours des points fixes qui seraient l'anthropologie, la sociologie et l'histoire ancienne, et que nous pourrions comme ça construire des dialogues ou reformuler des dialogues à partir de points fixes, alors que ces points fixes, nous avons à les historiciser. Merci, ça va me permettre, si je réponds à ce moment-là aussi à ce que a pu dire François, notamment, qui était très éclairant en donnant une profondeur de champ à cette cité des anthropologues. Je pense qu'on est largement d'accord, comme souvent, avec, et là je parle de Christophe, sur le vocabulaire. Ça m'a beaucoup intéressé et je suis moi-même souvent assez frappé par... le type de concept de Sabir, j'ai envie de lingua franca qui se développe comme ça avec toute une série de mistigris, de concepts qui circulent et sans être effectivement en général suffisamment historicisés, rendus à leur contexte et à tout ce qu'ils charrient et à toutes les constellations auxquelles ils sont associés. Je suis parfaitement d'accord. Il me semble... en tout cas ce que j'ai essayé de pointer, que précisément par rapport à ce discours de la fluidité, de la cité décentrée, etc., qui effectivement montre bien dans quel monde on vit, et donc qui influe sur le type d'histoire que l'on fait, ce numéro se voulait précisément être un pas de côté, puisque... prenant en compte justement tout ce qui fait que le langage commun des historiens a évolué, mais en pointant justement des points d'arrêt. Et c'était le sens en tout cas dans un certain nombre de papiers, celui de Paulin ou le mien, de réinvestir la politique en la problématisant précisément pour marquer un point d'arrêt à cette grande fluidité du social et au fait qu'effectivement on ne comprend plus après comment ça tient. Donc je suis à la fois
D'accord, nous sommes pris dans ce langage, il est très difficile de s'en déprendre. Je crois que le numéro essaye aussi de trouver un certain nombre de points de butée, de points d'arrêt. Tu as raison sur la cité des anthropologues qui ne correspond pas à des sources, mais à des questions, et qu'il faut a priori plutôt privilégier une histoire question, une histoire problème à une histoire qui repose sur des partages documentaires établis. Il n'empêche que là aussi, il me semble qu'on peut penser ça de façon quand même dialectique, et qu'à partir d'un corpus documentaire, il devient intéressant de construire des problèmes. Donc, et je dirais même que c'est à cette condition-là que les problèmes peuvent être posés dans toute leur complexité. Et en historicisant, autant que faire se peut, la tradition des sciences sociales que l'on mobilise. Parce que là où je te suis, et où je suis tout à fait d'accord avec toi, et je ne pense pas avoir dit, et je ne pense pas que les différents auteurs disent autre chose dans ce numéro des Annales, c'est que l'anthropologie, la sociologie, avec lesquelles on dialogue, ne sont pas des points fixes. Et effectivement, j'ai moi-même écrit dans un certain nombre d'articles, Étienne Anaheim aussi, que quand on parle d'anthropologie historique, actuellement, c'est souvent quelque chose qui renvoie à une anthropologie que les anthropologues ne pratiquent plus depuis très longtemps. Et que les historiens ont tendance à rester arrimés à une conception structuraliste améliorée de l'anthropologie, alors même que les anthropologues ont depuis longtemps abandonné le paradigme. Donc, et je crois que cet effort d'historicisation des concepts, peut-être pas tant abandonné que ça, mais quand même. Non. Oui. Ils n'ont pas abandonné que ça. D'accord, oui. Donc je pense que tu as tout à fait raison, et que c'est un des problèmes urgents qu'il y a, que nous avons tous collectivement à affronter. Et c'était aussi une réaction de François Hartog quand on s'était vu peu après, avant même la parution du numéro. C'est quand il avait jeté un œil sur l'introduction, il dit... Est-ce que tu n'es pas un peu trop optimiste ? Oui, on va dire, alors là, on va faire du Alain Duplouy. Je pense que c'est par la performance, là pour le coup, en tout cas en essayant de fabriquer ces numéros qu'on peut essayer de déplacer un certain nombre de questionnements. Donc je suis d'accord qu'il y a certainement une tonalité militante optimiste. Je vois quand même malgré tout le chemin accompli par rapport au début des années 80, je vois quand même que les épigraphistes, notamment, donc cette tradition, et Christelle redoute beaucoup leur jugement, mais je vois quand même qu'ils ne sont pas tous réfractaires, loin de là, à des questionnements des sciences sociales, même si, les résistances sont encore là, mais il me semble qu'il y a quand même, c'est mon côté peut-être trop optimiste, mais qu'il y a quand même toute une série de parcours qui peuvent confluer. Et je m'arrête parce que je suis trop long. Par ailleurs, c'est aussi à ça que sert une revue comme les Annales, de mon point de vue. Enfin, je veux dire que je conçois, disons, la vision du numéro comme optimiste, aussi dans la perspective d'agir intellectuellement dans un sens qui nous semble être celui qu'on peut souhaiter poursuivre. Donc je vois aussi les choses comme ça de ce point de vue, pour rebondir sur ce que disait Vincent. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions, commentaires dans le public ? Attendez. Oui, là il y a un monsieur. Oui, bonjour messieurs. D'abord, je vais vous remercier à tous les quatre, et même l'animateur, de tous ces brillants exposés. Moi, je suis ni politologue, ni sociologue, ni historien, mais j'ai le défaut d'être un peu objectiviste. C'est-à-dire, je me pose la question de l'efficacité, la praticabilité et peut-être aussi la validité des concepts que vous avez exposés, parce que vous contredisez les uns les autres. J'ai des difficultés à concevoir ce concept de participation sans un concept de consentement du gouverné. J'ai l'impression que vous faites souvent abstraction de la conscience dans vos raisonnements.
je me pose la question si vous partez pas de dogme plutôt que rechercher l'objectivité. Il y a quelqu'un qui l'a évoqué, il est assis sur ma droite, là, monsieur, là, tout à l'heure dans son intervention, sur l'importance de la rationalité dans ces analyses. Alors, moi, j'arrive pas à raisonner dans le flou. Hein. C'est très difficile. J'aime bien des faits, comme on dit, des faits réels. Monsieur Herzog, tout à l'heure, vous citez Fustel de Coulanges, l'individu n'existe pas. Hartog, pardon. Dire les mots précis. Excusez-moi, oui, non, mais je n'avais pas vu les noms écrits, non, j'avais pas vous entendu. avez parfaitement le droit. Excusez-moi, hein, je vous prie de m'excuser si j'ai écorché votre nom. L'individu n'existe pas, la cité est une église, et après vous dites. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Fustel de Coulanges. Vous citez Fustel de Coulanges, et après vous dites les Athéniens sont incomparables, d'où le miracle athénien, qui est la force de l'individualité. Et là, il y a une contradiction terrible pour moi. Bon, je ne veux pas entrer dans une polémique, hein, je veux simplement citer un exemple. Ça, c'est Glotz qui le dit. Donc on passe de dans les années Fustel, 30. on passe de Fustel de Coulanges en 1864, qui dit cela, à Gustave Glotz qui dit cela en 1928 quand il publie son livre La Cité grecque. Voilà. Oui. Donc et de fait, il y a une contradiction. Et il y a de fait une contradiction. Vous avez raison. Mais pourquoi vous avancez cette contradiction vous-même simplement vous citez le fait pour votre auditoire et vous dites bon, vous le dites pas, vous le dites maintenant qu'il y a une contradiction, mais quel est l'intérêt justement d'essayer, comment peut-on justement concilier ces deux points qui sont totalement contradictoires? Si vous voulez. Je ne veux pas rentrer dans un débat, je vais terminer simplement mon intervention. Hein. Moi, je suis pas politologue, mais j'ai un petit peu travaillé sur les questions. Quand j'ai travaillé sur le Common Sense de Paine, qui a été à l'origine de la Révolution américaine, qui est aussi à l'origine peut-être quand même de la Révolution, qui a influencé énormément la Révolution française, qui est quand même à l'origine de deux révolutions, il ne fait aucune référence à la Grèce antique, au système politique de la Grèce antique. C'est pour ça que je suis venu écouter assister à cette conférence. J'essaie de comprendre. Il se réfère à la République hébraïque de l'Antiquité, il se réfère à l'anti-monarchisme de ces Hébreux, etc. Mais il ne se réfère pas à la Grèce antique. Il se réfère au nationalisme, à l'individualisme juif antique, mais il ne se réfère pas du tout à la Grèce antique. Pourquoi? Et si l'un d'entre vous peut me répondre, peut-être que je comprendrai. Alors je me pose la question aussi s'il n'y a pas une influence du christianisme dans ce raisonnement politique qui reprend tout le temps cette Grèce antique. Je ne sais pas si on a vraiment je sais pas si on a vraiment ici la réponse à votre question. Ah ben ça, moi je ne vais pas non. à vous bloquer ni à vous coller sur un point. Moi je suis inférieur à vous là dans cette. Non mais. C'est vous qui êtes des chercheurs dans ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres dernières? Attendez. Dernière question peut-être parce que. Excusez-moi, j'avais juste une petite remarque. Excusez-moi de mon impétuosité. Hein. Pour moi, je crois vraiment que la politique de la Grèce antique est liée à la religion et à tout leur culte. Vous n'en parlez jamais. Et ça m'a très surpris en fait. Et je voulais juste savoir pourquoi. Alors, alors, si je peux répondre, on en parle beaucoup. Alors, on a parlé notamment de la vision de Fustel de Coulanges qui précisément met la religion au début et non pas le contrat, parce que c'est vraiment ça le cœur de la vision fustelienne de la cité antique. Et rassurez-vous, quand on a parlé du politique, précisément, on a parlé de toute une série de pratiques communautaires qui s'articulent avant tout autour de rites, de rituels, de grands rituels religieux qui ont une dimension intégratrice. Donc la religion est là, elle est même totalement là, à tel point que, même si cela pose problème, on a pu parler pour les Grecs de politico-religieux, pour essayer de penser à la façon anthropologique le phénomène civique. Donc rassurez-vous, il est là dans le numéro en essayant de le remettre à sa juste place. Merci. Alors... Vraiment la toute dernière, parce que il est l'heure. Très, très rapidement. Je pense aussi que la politique de Grèce antique est aussi due pour revenir à Durkheim, à une certaine pression sociale. Et que certains ont initié un mouvement et qu'après, elle s'est faite sur cette pression. Et que chacun ayant un rôle social à porter, ils ont travaillé tous dans la société. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Et excusez-moi.
Et donc, moi, je me pose la question en me disant, vu cette forte pression sociale, est-ce que la politique n'aurait pas été obligée par la société plutôt que c'était un choix des Grecs? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En partie. Je ne sais pas qui... Non, mais c'est effectivement des questions tellement énormes que vous posez que je peux difficilement articuler une réponse en quelques mots. Que oui, je ne sais pas exactement si j'ai bien saisi ce que vous vouliez dire, qu'il y a une pression sociale effectivement qui s'exprime de façon différentielle, que ça pose la question effectivement de l'individu. C'est vrai. On essaye d'y répondre à notre modeste échelle. J'aurais du mal là, comme ça, à vous répondre à brûle pour point. Écoutez, je suis désolé, mais il est déjà l'heure de clore les débats. Donc je remercie beaucoup au nom de la revue tous les invités, tous les auteurs, tous les participants, les participantes. Et j'espère que vous nous rejoindrez pour le prochain débat organisé par les Annales autour de son prochain numéro. Je vous souhaite en attendant une très bonne soirée et à bientôt. Au revoir.